Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes coordinateur national de la France Insoumise, par ailleurs député des Bouches-du-Rhône. On va parler d'autres sujets dans un instant, mais d'abord peut-être votre réaction à ce qui s'est passé sur le site Arkema près de Lyon cet après-midi à l'initiative d'activistes d'Extinction Rebellion. Je pense qu'il pointe un problème qui est un problème réel, sérieux. Après, sur les méthodes, moi j'ai toujours été constant, j'ai toujours dit que j'étais pas favorable à des actions qui passent par de la dégradation. Mais il me semble que le sujet qu'il pointe devrait nous interpeller, nous interroger. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône. Oui. Je le disais, sans doute avez-vous vu passer cette information à propos des dealers marseillais, ou plus exactement des Bouches-du-Rhône, qui sont désormais interdits de séjour dans la station balnéaire de Hyères, dans le département d'à côté, le Var. Et cela depuis un arrêté préfectoral pris mardi pour empêcher prise de contrôle du trafic de stupes dans le quartier populaire du Val des Rougières à Hyères. Que vous inspire cette décision préfectorale? Franchement, je trouve que c'est une décision qui est à côté de la plaque. Penser que parce qu'on va décréter que une personne viendrait dans cette ville alors qu'elle a été condamnée il y a 10, 15, 20 ou 30 ans pour des faits liés à du trafic de drogue, et que si elle était prise sur place, elle allait avoir une amende de 100 ou de 150 euros, parce que je crois que c'est de ce dont il s'agit. Je pense que c'est une mesure complètement à côté de la plaque, qui est par ailleurs assez discriminatoire, parce qu'il pourrait y avoir des dealers d'un autre département qui essayent de venir s'emparer des trafics, et je vois pas pourquoi on cible les Marseillais en particulier. Bref, honnêtement... Le sujet de fond, c'est celui de la lutte contre le trafic de drogue qui gangrène nombre de quartiers, bien sûr, en particulier dans le sud de la France. Exactement, et ça, personne ne peut être en désaccord avec. Mais ces initiatives, ces décisions qui s'apparentent, à mon avis, davantage à de la communication pour faire croire qu'on fait quelque chose, me paraissent pas du tout en mesure de répondre à la difficulté. Si il y a effectivement des dealers qui viennent pour essayer de s'emparer de ces points de deal, ils vont pas le faire gentiment. Donc la question qui est posée, c'est plutôt quels sont les effectifs de police qui sont sur place. La question qui est posée, c'est plutôt de quels moyens on dote la police judiciaire en France pour faire en sorte qu'elle puisse retracer, remonter les filières, remonter les réseaux. C'est du travail d'enquête, c'est du travail de renseignement. Et franchement, c'est pas cette mesure-là de les menacer d'une amende qui va régler quelques problèmes que ce soit. La crise agricole, nous sommes à J-1 de la clôture du Salon de l'Agriculture à Paris. Est-ce que vous avez pris part cet après-midi à la mobilisation initiée par la Confédération paysanne Place de la République? Oui, j'étais sur place pour venir apporter mon soutien à cette initiative. Dans quel état d'esprit? Qui s'inscrit dans une série d'initiatives qui ont eu lieu. Là, c'était la Confédération paysanne. Il y a eu d'autres initiatives qui ont été menées, notamment par la coordination rurale cette semaine. Et pour dire quoi, plus exactement? Voilà, tous ils pointent la même chose. Ils pointent le fait qu'on est dans une situation extrêmement compliquée dans le monde agricole, et qu'il faut des réponses et pas seulement du blabla. Et les réponses, à mon avis, elles doivent être autour de deux axes. Premièrement, des mesures qui permettent de garantir un revenu digne pour les agriculteurs. C'est pourquoi nous avions proposé dans notre niche parlementaire, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, le 30 novembre dernier, une loi sur les prix planchers, précisément. Alors le président de la République dit maintenant qu'il veut aller dans cette direction. C'est pas du blabla, donc? On va voir ce qu'il va y avoir dedans, parce qu'en même temps il dit ça, et en même temps il dit mais pas les prix planchers comme ça a été proposé avant. Donc moi j'attends de voir les précisions, mais en tout cas je vous dis, il y a cette mesure, elle est sur la table, il y a cette proposition que nous avons faite le 30 novembre. À l'époque il avait voté contre, donc si maintenant il change d'avis, moi je m'en satisfais. Puis le deuxième angle, à mon avis, c'est le refus de la concurrence déloyale, et là aussi je dis il faut arrêter les hypocrisies. C'est-à-dire que le président de la République, le gouvernement disent les accords de libre-échange, le Mercosur, ça va pas aller au bout. Et puis cette semaine au Parlement européen, pas il y a 15 jours, cette semaine au Parlement européen, les députés européens macronistes votent en faveur d'un accord de libre-échange avec le Chili. Qui n'est pas exactement le même que celui que combat la France avec le Mercosur. Il n'est pas le même parce qu'il n'est pas avec... et le Mercosur est plus large que le Chili, mais il s'appuie précisément sur les mêmes règles, c'est-à-dire qu'on va réduire les droits de douane sur un certain nombre de produits, et donc on va mettre les agriculteurs français en compétition avec des agriculteurs chiliens. Les agriculteurs français qui ont aussi intérêt à pouvoir exporter. Mais le fait de supprimer les accords de libre-échange n'empêche pas de continuer à exporter. Mais il s'agit de dire une chose qui me paraît simple. Ce qu'on est capable de produire ici, on le produit ici. Ce dont on a besoin, on l'importe. Mais quand on importe des choses, on demande les mêmes règles aux produits qu'on importe que les règles qu'on demande à nos agriculteurs ici. Sinon, vous allez avoir des agriculteurs qui ne peuvent pas s'en sortir, qui vont être confrontés à cette forme de concurrence déloyale. Donc moi, je pense qu'il faut en finir avec les hypocrisies, avec les gens qui disent des choses à Paris et qui font l'inverse à Bruxelles. C'est le cas
des macronistes. J'ai donné un exemple sur l'accord de libre-échange avec le Chili, mais c'est le cas du Rassemblement national aussi. Monsieur Bardella qui dit rien n'est fait pour les agriculteurs et qui, il y a quelques mois au Parlement européen, votait en faveur de la politique agricole commune. À un moment, il faut être un peu cohérent. Donc, si vous voulez des gens qui sont cohérents, qui vous disent des choses et qui font pas l'inverse, il faut plutôt, pour les prochaines élections européennes, voter en faveur de la liste de la France Vous mettez les mots de la insoumise. bouche, si je puis dire. Vous êtes en campagne, là. Nous sommes à 3 petits mois des élections C'est le principe. européennes. Absolument. Chaque formation se lance dans la bataille. Demain, officiellement, le Rassemblement national, Jordan Bardella, lancera sa campagne en vue des européennes. On l'a vu cette semaine avec également du côté des Républicains et du côté de la majorité avec Renaissance, le départ, en quelque sorte, de leurs candidats respectifs, même si pour Valérie Ayé, pour Renaissance, ce sera officiellement la semaine prochaine, mais elle a commencé à s'exprimer. Est-ce que vous, à la France Insoumise, au regard des études d'opinion, hein, vous l'aurez bien compris, qui se suivent et se ressemblent globalement, vous comptez vraiment sur ce scrutin des européennes ? D'abord, vous savez, les études d'opinion, il faut toujours les prendre avec beaucoup de vigilance à distance du scrutin. Je rappelle qu'aux dernières élections présidentielles, à la même distance du vote, Jean-Luc Mélenchon était annoncé à 8%. Il a fini à 22%. Donc, vous savez, les enquêtes d'opinion 3 mois avant l'élection, ça fait pas l'élection. Moi, voilà le message simple que j'ai à dire. Si vous voulez pas être condamné à choisir entre le macronisme qui fait beaucoup de mal au pays et l'extrême droite dont les réponses sont des réponses qui sont des réponses dangereuses et qui vont pas régler les problèmes auxquels sont confrontés les Français. Si vous voulez pas être obligé de choisir entre ces deux-là, si vous voulez une alternative, une véritable alternative, vous allez avoir avec la liste que nous allons porter à la France Insoumise aux élections européennes, la possibilité de dire battre Macron, battre l'extrême droite et offrir une alternative au pays. Tout simplement, nous, pour notre part, nous allons lancer notre campagne le 16 mars prochain. Nous faisons une convention et d'ici là, nous disons aux gens, et c'est la campagne que nous avons initiée, inscrivez-vous sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 3 mai pour s'inscrire sur les listes électorales. Vous savez peut-être que 20% des Français qui devraient être en mesure de pouvoir voter aux élections sont soit non inscrits sur les listes électorales, soit mal inscrits. Donc je pense que c'est important de dire aux gens, pensez à aller vous inscrire parce que c'est comme ça que vous pourrez aller voter ensuite le 9 juin pour les élections européennes et donner de la force à la France Insoumise. Alors, on va reparler d'ailleurs de votre campagne électorale, mais pour revenir pour rester plus exactement sur les européennes et sur les sujets de fond, parler de la crise agricole évidemment qui se retrouve au cœur et de l'actualité française et de l'actualité européenne et donc de la campagne pour les élections européennes. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, au regard de ce qui vient de se passer depuis 2-3 semaines, voire un mois au début de la crise agricole, que votre formation est assez inaudible sur ce sujet-là? On observe à distance un match entre la majorité et le Rassemblement national. Non, mais j'ai bien compris qu'il y avait une partie du paysage politique, une partie peut-être aussi du paysage médiatique qui veut installer ce duel. Mais je suis convaincu de ne pas être inaudible, par exemple, sur la question agricole, puisque je vous disais que nous avons été les premiers, au mois de novembre dernier, à déposer une proposition de loi sur les prix planchers et que j'ai plutôt l'impression qu'on a remporté sur ce sujet une victoire idéologique. Que petit à petit, les solutions que nous proposons, garantir un revenu décent pour les agriculteurs, mettre un terme aux accords de libre-échange, sont plutôt des solutions qui sont en train de devenir centrales dans le paysage politique. Donc maintenant, moi je dis aux gens, mettez en conformité les paroles et demandez aux élus de mettre en conformité leurs paroles et leurs actes et votez pour ceux qui tiennent bon sur leurs principes, pas pour ceux qui changent d'avis tous les 2 jours au gré du vent et au gré des mobilisations. Hein, entre M. Macron et M. Fesneau qui disait il y a 3 semaines non au prix plancher pour dire oui finalement, M. Bardella qui disait dimanche dernier sur votre plateau qu'il était pour les prix planchers et qui le lendemain dit que finalement il est plus pour les prix planchers, je pense que plus personne n'a rien compris à vraiment ce qu'il propose. Pour nous, les choses elles sont claires, on propose la même chose depuis le début. Garantir un revenu décent aux agriculteurs, mettre fin aux accords de libre-échange, faire en sorte que nos agriculteurs puissent vivre de leur travail et ne soient pas soumis à une concurrence déloyale. C'est vrai sur ce sujet, c'est vrai sur beaucoup d'autres sujets. Par exemple, un des enjeux de la campagne des élections européennes, ça va être de savoir si on accepte les nouvelles règles budgétaires européennes qui vont conduire les États à mener des politiques de réduction des dépenses publiques.
Monsieur le maire a annoncé déjà 10 milliards d'euros d'économies. Si les nouvelles règles budgétaires européennes s'appliquent, ça va être encore 20, 30 milliards d'économies supplémentaires qui vont être exigées de la France par l'Union européenne. Bah, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est mon cas, bah, il faut certainement pas voter pour les macronistes ou l'extrême droite qui appuient ces politiques. Le lancement de la campagne des européennes côté France Insoumise, c'est le 16 mars, 16 je mars. disais, dans une convention qui sera organisée à Villepinte et qui permettra... Nous suivrons, eh ben, je l'espère. Évidemment, je précise également aux téléspectateurs, parce que là c'est demain, que du côté du Rassemblement national, grand meeting à Marseille et discours de Jordan Bardella avec Marine Le Pen juste avant, à 15h à suivre sur notre antenne, et à 18h, Benjamin Duhamel recevra la tête de liste de Renaissance pour les européennes, Valérie Ayé. L'actualité internationale également, on a envie de vous entendre là-dessus ce soir, Manuel Bompard. On a appris il y a moins d'une heure qu'Israël a plus ou moins accepté, je lis ce qui nous est retranscrit, un accord sur une trêve à Gaza, c'est ce qu'affirme ce soir un haut responsable américain. Bah, si c'est le cas, c'est un premier soulagement, parce qu'on est dans une situation qui est une situation terrible. Je vous rappelle qu'on parle de plus de 30 000 morts, des enfants, des gens qui sont dans des situations de famine, de déshydratation. La distribution d'aide à Gaza qui a viré au drame cette semaine. Cette image de distribution alimentaire où l'armée israélienne a reconnu avoir tiré sur des gens qui venaient tout simplement chercher de quoi manger, de quoi pas mourir demain. Donc s'il peut y avoir une trêve, personne ne va dire que c'est pas une bonne chose, mais ça peut pas être une trêve temporaire. Si c'est pour que ça dure 3 jours et qu'après les tirs reprennent, les opérations militaires reprennent, on aura gagné 3 jours, mais à la fin, le massacre va encore avoir lieu. Donc moi, j'attends du gouvernement français, j'attends du président de la République. Qui a exprimé sa ferme réprobation cette semaine. Le ministre des Affaires étrangères mais monsieur, il suffit pas... J'entends. Demande une enquête indépendante après ce qui s'est passé dans le cadre de cette distribution d'aide alimentaire. Il ne faut pas juste parler. À Gaza. Il faut créer un rapport de force pour obtenir pas seulement une trêve, un cessez-le-feu permanent et définitif. Et pour ça, on a des armes, des outils. Ramadan dans une semaine, c'est ce que suggèrent certains. Le plus rapidement possible. Et on peut faire des choses. La France a reconnu, le gouvernement français a reconnu qu'il continue à livrer des armes à l'État d'Israël, alors que la Cour internationale de justice parle d'un risque de génocide aujourd'hui à Gaza. Donc la France doit décréter un embargo sur les livraisons d'armes. Il est tout de même davantage dans les mains du Hamas. Ben, il y a une négociation, donc moi je souhaite que cette trêve elle puisse voir le jour le plus rapidement possible, mais je vous le dis, je pense que cette trêve n'est pas suffisante si c'est une trêve qui va durer seulement quelques heures ou quelques jours. On a besoin d'un cessez-le-feu, on a besoin que les hostilités, les bombardements s'arrêtent, on a besoin que les opérations militaires qui frappent des populations civiles s'arrêtent, et on a besoin qu'il y ait un cessez-le-feu et ensuite une solution politique. Et cette solution politique, c'est l'application du droit international, c'est-à-dire la possibilité pour les Palestiniens de pouvoir disposer d'un État en vertu des résolutions des Nations Unies. C'est de ça dont on est en train de parler. Et la France devrait mettre tout son poids dans la balance pour ça. Embargo sur les livraisons d'armes, sanctions à l'égard du gouvernement israélien, enquête indépendante, pourquoi pas. Et une chose qu'on pourrait faire immédiatement, qui ne dépend de personne, la France pourrait faire, comme a décidé de la faire la République d'Irlande, d'ailleurs, il y a quelques semaines, de reconnaître officiellement l'État de Palestine. C'est ce que font une majorité des États dans le monde. La France ne le reconnaît toujours pas officiellement. Voilà ce que pourrait faire le président de la République pour peser dans le rapport de force. Parce qu'on ne peut pas continuer à accepter ces massacres qui sont terribles. Et on aura un poids sur la conscience si on n'a pas agi de manière suffisamment forte. Et aujourd'hui, le président de la République n'a pas agi de manière suffisamment forte. Il parle, il fait des déclarations, vous avez raison. Tout de même, des déclarations oui, mais ça suffit pas de comme parler, celle monsieur. de cette semaine, mais qui représentent une condamnation un peu plus ferme de ce qui s'est produit et donc de l'action d'Israël actuellement. Je préfère qu'il condamne plutôt qu'il condamne pas, mais il a des leviers d'action. Pourquoi ne les utilise-t-il pas? Il doit les utiliser le plus rapidement possible. Chaque jour qui passe, c'est des centaines de personnes qui meurent de plus. C'est une situation qui est une situation. Je sais pas si je vous invite à les recevoir. Par exemple, il y a des médecins qui sont allés, qui sont revenus, qui ont témoigné de ce qu'ils voyaient là-bas. Non, mais je ne vous mets pas en cause sur ce sujet, mais vous voyez bien que cette situation elle est dramatique. Ça doit s'arrêter le plus vite possible. Parler d'Emmanuel Macron, le chef de l'État ne sera pas présent lundi à Versailles pour le vote du Parlement réuni en Congrès sur l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution qui a franchi mercredi son étape la plus délicate au Parlement avec le vote largement favorable du Sénat. Vous êtes député, Bouches-du-Rhône, vous serez à Versailles lundi. Ça sera un jour historique. Ça sera un jour historique parce que la France sera le premier pays dans le monde à inscrire dans sa constitution le droit à l'IVG. Et pour nous, c'est un jour historique et c'est une victoire aussi historique parce que
c'est notre groupe à l'Assemblée nationale, le groupe La France Insoumise, en 2022, qui est le premier à déposer une proposition de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Et c'est cette proposition de loi qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale. Elle a été portée à l'époque par Mathilde Panot, qui est la présidente de mon groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Voir ce long combat mené par les associations féministes, soutenu, relayé par un certain nombre d'organisations politiques Vous comme doutiez la que nôtre. Cela soit, c'est une très bonne nouvelle. Soit possible. Vous en doutiez ou pas? Avant mercredi. Je peux vous dire que quand nous avons déposé à l'Assemblée nationale notre première proposition de loi, on s'est heurté à un certain nombre d'hostilités, y compris dans les rangs de ce qui était à l'époque la minorité présidentielle. Et de la droite et de l'extrême droite. Donc je prends positivement le fait que sur ce sujet aussi, je vous parlais des prix planchers tout à l'heure, sur ce sujet aussi, je pense que nous avons remporté une grande victoire idéologique et que lundi sera un très beau jour pour la France. Et j'espère que de nombreux États dans le monde prendront ensuite appui sur cette décision pour faire en sorte de protéger ce droit, de lui donner une garantie constitutionnelle, de faire en sorte, parce qu'il ne suffit pas de l'inscrire dans la Constitution, de faire en sorte aussi que les moyens soient donnés pour que ce droit soit effectivement effectif. Dernier point, Manuel Bompard, vous le disiez, vous êtes, enfin je le disais aussi d'ailleurs, vous êtes en campagne. Il y a cette campagne de la France, vous souriez déjà, j'ai l'impression. Allez-y, je vous laisse aller au bout, sinon les gens ne vont pas comprendre pourquoi je souris. Voilà, j'explique aux téléspectateurs une campagne de la France Insoumise qui met en scène un certain nombre de personnalités, des médias, du monde de l'industrie, notamment le patron de Total, celui d'LVMH, des personnalités politiques aussi, vos opposants donc, Éric Ciotti, Manuel Valls, entre autres. Alors d'abord, pourquoi vous mettez sur le même plan toutes ces personnalités, des opposants, des personnalités du monde de l'industrie, comme je le disais, et puis des journalistes. D'ailleurs, est-ce que vous avez demandé à tous ces gens le droit d'utiliser leur image? Non, mais c'est une question sérieuse. Ce sont des personnalités publiques, donc à partir de ce moment-là, leur image est quelque chose qu'on peut utiliser dans une campagne de communication. Je ne les mets pas sur le même plan. J'imagine qu'ils ont peut-être pas tous exactement les mêmes idées. C'est simplement une campagne pour l'inscription sur les listes électorales. Que vos opposants aient des idées contraires aux vôtres, mais quand vous pointez du doigt, certains diront que vous mettez une cible sur le front de certains, des journalistes, éditorialistes. Vous avez montré les visuels, je mets des cibles sur personne, je dis juste que telle personne va voter, et je dis juste aux gens, si vous voulez vous faire entendre, si vous voulez aussi faire entendre votre voix, allez vous inscrire sur les listes électorales. On a mis en place un site, c'est onvoteinsoumis.fr. Vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Et si vous l'êtes pas, procédez à votre inscription sur les listes électorales. Donc il y a une campagne qui est volontairement un peu provocatrice et qui permet d'en parler. C'est une bonne chose. On peut en sourire. On peut aussi s'interroger sur ce que vous avez derrière la tête. Par exemple, quand vous utilisez l'image, et je vous interroge en l'occurrence, sur ce que vous avez derrière la tête quand vous utilisez l'image de certains journalistes. Français dont les idées seraient contraires aux vôtres. Qu'est-ce qu'on doit entendre d'ailleurs, est-ce que vous connaissez même les idées des journalistes dont vous utilisez l'image? C'est vous qui faites une interprétation. Mais pourquoi vous utilisez leur image alors? J'ai juste dit qu'ils votaient, qu'ils étaient des gens qui participaient sans doute au scrutin et que donc j'invitais les gens qui étaient moins visibles, moins connus, qu'on voyait pas à la télévision, à aussi aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais attendez, pour vous, c'est pas jouer à une forme de jeu dangereux? Non, pas du tout. Il n'y a rien l'époque assez violente dans laquelle il n'y a rien de violent dans ces affiches. Si vous les voyez, c'est des images d'ailleurs plutôt agréables. France Télévisions a quand même saisi la justice. Oui, je trouve que c'est une réaction totalement disproportionnée. Mais je vais vous dire franchement les choses. L'objectif de cette campagne, c'est du fait qu'on parle d'un sujet dont personne ne parle jamais. C'est le fait que une personne sur 5 en France ne peut pas voter le jour du vote, parce que soit elle n'est pas inscrite du tout sur les listes électorales, soit elle est inscrite dans une commune dans laquelle elle réside plus aujourd'hui. Et l'objectif de cette campagne, c'était de faire en sorte que vous en parliez, qu'enfin on puisse parler de ce sujet comme je suis en train de le faire à l'instant sur ce plateau, parce que sinon on n'en parle jamais. Et donc je suis très content parce que je trouve que c'est très réussi. C'est pour ça que je souriais tout à l'heure quand vous alliez aborder ce sujet. Toutes les méthodes sont les bienvenues pour... Toutes les méthodes, non, certainement pas. Envoyer les gens aux urnes. Non, certainement pas. Toutes les méthodes ne sont pas les bienvenues pour envoyer les gens aux urnes. Mais le fait de faire une campagne d'information civique mettant en scène un certain nombre de personnalités connues en disant qu'elles ne loupent pas le moment, le jour du vote, et donc d'inviter les gens à faire pareil pour faire entendre leur voix, ça ne me paraît pas être une méthode extrêmement dangereuse et qui ne mérite pas les noms d'oiseaux, les cris d'orfraie que certains essayent de pousser sur ce sujet. Merci Manuel Bompard. Merci à vous. Accepté l'invitation de Week-end 3.